Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cult and Click. Je suis Ker et je suis avec Big B. Bonjour Big B. Bonjour à toi, nous sommes en duplex. J'ai cru comprendre que tu étais du côté du Nebraska, si je ne me trompe pas, le pays Tout de à fait. l'éternelle nuit. Comment vas-tu? Exactement, et très bien. Et aujourd'hui, on est donc dans un contexte un petit peu particulier pour enregistrer la vidéo. Mais on voulait vous parler d'une bande-annonce sortie le 10 avril, celle de Thor Ragnarok, le prochain film Marvel qui sortira. Enfin, c'est pas le prochain, parce que le prochain c'est les Gardiens de la Galaxie 2, mais c'est celui qui arrive juste après et qui sort à l'automne 2017, Thor Ragnarok, troisième épisode des aventures de Thor en solo. Mais vous allez voir dans cette vidéo qu'il n'est pas tout à fait en solo. De quoi on va parler dans cette vidéo? On va vous résumer un petit peu l'histoire, ce que l'on en sait, sans trop vous spoiler. Enfin, j'ai envie de dire, la bande-annonce l'a fait déjà plutôt pas mal. Ensuite, on va vous parler de qui sera dans le film. Et enfin, il y aura enfin, la troisième partie, ce sera une analyse de ce trailer. Et enfin, on terminera avec notre avis, ce qu'on pense de cette bande-annonce et si ça nous a donné envie ou non d'aller voir Thor Ragnarok. C'est parti. Big B, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi va parler ce Thor? Alors, ce Thor Ragnarok, en fait, a une méchante tâche. En fait, il doit être le lien avec, d'un côté, les Thor classiques, donc le Thor 1 et Thor 2 The Dark World, et également être le premier pas, un des premiers pas pour amener vers Infinity Wars. Et donc, du coup, d'avoir les gardiens de la galaxie, les Avengers, tous mélangés pour affronter Thanos, le titan fou. Et c'est aussi un film qui a un énorme enjeu. Il va devoir aussi également piocher du côté du comics qui s'appelait Planet Hulk, et parce que du coup le Marvel Studio n'a plus les droits autour de Marvel de Planet Hulk, et il va donc devoir essayer de nous parler de Planet Hulk sans qu'ils aient le droit d'en faire un film entier sur ça. Donc un Thor qui va devoir un peu rassembler et parler à beaucoup de gens. Ok. Euh, Partons tout de suite sur le casting. On retrouve les acteurs habituels, hein. Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, bien sûr. Loki est toujours de la partie pour ceux qui se posaient la question. C'est Tom Hiddleston. On retrouve les habituels, hein, d'Asgard. Donc il y a Heimdall et Idris Elba. On retrouve Sif, qui est interprété par Jamie Alexander, qu'on avait vu notamment dans la série Agent of Shield, a joué le rôle de Sif dans la série également de Marvel. On a Ray Stevenson en Volstagg. Et puis du côté des nouveaux, il y en a certains qu'on voit dans la bande-annonce: Jeff Goldblum, Kate Blanchett, Karl Urban, Mark Ruffalo, mais bon, c'est pas vraiment un nouveau. Tessa Thompson, comme vous avez pu voir récemment dans Westworld. Et également Sam Neill, qu'on voit pas dans la bande-annonce, en tout cas, moi je ne l'ai pas vu. Sam Neill, c'est le Dr. Grant de Jurassic Park. Et il y a d'autres acteurs ne sont pas visibles à l'écran dans cette bande-annonce, mais le seront dans le film: Benedict Cumberbatch et Anthony Hopkins. Mais ça, Big B vous en parlera davantage. Bah vas-y, lance-toi, mon cher Big B, analyse dans cette analyse du teaser. Eh bien, je vais le faire tout de suite maintenant. On va faire une analyse en image par image, et après, de temps en temps, j'irai et on en reparlera plus tard parce que du coup, c'est un peu plus loin dans le trailer. On va commencer donc du coup par la première image du trailer, ma chère Danielle. Donc, où on voit un homme, on ne sait pas qui c'est, mais on découvre très vite que ce sera donc notre ami Thor. C'est tout simplement Thor qui est, de notre avis, tout simplement dans Hell, donc H-E-L, qui est donc le monde des enfers chez les Marvel, qui est un monde qui est dirigé par donc la déesse de la mort, Hela. Et donc on le voit emprisonné. Moi j'ai une petite théorie de comment il est là et pourquoi, mais on va en parler dans pas longtemps. Donc juste un peu après, si tu peux passer à l'image suivante, on voit là qu'il a les cheveux longs. Donc on en reparlera plus tard. Donc c'est pour ça que je pense que c'est dans le premier tiers du film. Donc on va avoir, vu qu'on le sait, on le verra plus tard, il va se faire tondre la toison d'or, comme on dit de par chez nous. Et donc du coup, je pense que c'est premier tiers, et il est
en enfer. On en parlera juste après. Image suivante, ma chère Daniel. On a ensuite donc une personne, on peut remonter, donc la caméra remontée, qui est donc, au début on ne sait pas qui c'est, ensuite on saura que c'est l'assaillante de Thor. Encore une fois, il est avec les cheveux longs. Image suivante, qui est cette assaillante? Et c'est donc Kate Blanchett, qui est donc au générique en tant que Ella. Donc il n'y aura aucun doute, malgré une image qu'on va vous montrer un peu après. Et donc on a Thor qui affronte la déesse de la mort. Alors, qui est cette déesse de la mort? Qui est Ella? C'est une fille présumée de Loki, mais pas du Loki Tom Hiddleston qu'on connaît. En fait, dans le monde, l'univers de Marvel, le Ragnarok, donc, qui est donc la destruction de tout Asgard et donc la destruction des dieux, est en fait cyclique. Et il y a donc des itérations. Et il y avait donc des milliers de milliers d'années un autre Loki, un autre Odin, etc. Et donc le Loki de l'autre itération, en fait, avait donné une fille qui était Hela, qui est la déesse de la mort. Il faut savoir qu'il y a souvent des arcs narratifs où elle, soit elle s'échappe des enfers, soit elle va, par Loki ou quelqu'un, elle va piéger un grand combattant pour le voir s'affronter en enfer. Il faut voir qu'elle dirige les enfers. Et donc c'est une déesse de la mort qui dirige les enfers, mais elle ne dirige pas le Valhalla, qui est donc plutôt considéré ce qu'on pourrait rapprocher de notre paradis à nous. Et donc souvent, il y a des histoires où en fait, elle est là, veut diriger l'ensemble des morts et pas seulement les morts qui sont dans elle. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une introduction du personnage qui va être musclée, parce que tout de suite, image suivante, elle va en une main détruire le marteau de Thor. Image suivante, on a ce qu'on peut voir donc, de cette scène quand elle est donc en image par image, c'est que là, le décor qu'on voit, c'est le décor de ce qu'on pourrait supposer être la Terre, New York ou quelque chose, en tout cas, qui se passe dans notre monde. Donc, si on remet un peu les choses dans l'ordre, on a Thor avec ses cheveux longs, donc il va commencer comme ça, qui se fait stopper par Hela. Est-ce qu'il sera à la recherche de Hela qui s'est échappée, ou est-ce que c'est elle qui viendra le chercher? Ça, c'est ce qu'on verra dans le film, et ce qu'on découvrira dans le film. Et ensuite, moi, de ma supposition, une fois qu'elle lui aura donc retiré le marteau qui lui donne certains pouvoirs, qui renforce ses pouvoirs, eh bien, on risque de, à mon avis, elle va l'envoyer tout simplement en enfer, où il sera piégé et il devra, d'une certaine manière, s'en échapper pour la suite du trailer. Image suivante, ma chère Daniel. Le marteau de Thor donc, qui est cassé. Pourquoi est-ce qu'on a fait un arrêt sur image sur cette image-là? Parce que beaucoup de théories. Donc pour ceux qui sont les moins férus de Marvel, en fait, il y a donc les pierres d'infini qui ont été un peu un fil directeur tout au long, en tout cas un fil d'Ariane, tout au long des différents films de Marvel. Donc on a par exemple la pierre du temps qui est dans l'œil d'Agamotto dans le Doctor Strange, donc qui est la dernière pierre qu'on a découvert. Et il y a donc la pierre des âmes qu'on doit normalement découvrir dans ce Thor Ragnarok. Et on s'attendait tous à ce qu'il soit donc quelque part découvert. Et beaucoup de rumeurs étaient autour du hammer de Thor, donc du marteau de Thor. Et pourquoi j'utilise le mot hammer? C'est parce que quand on regardait où étaient les différentes pierres, en fait, à chaque fois, les mots reconstituaient le mot Thanos. Donc il y avait toutes les pierres étaient petit à petit ont été trouvées de cette manière-là. Donc, je vais pas faire le truc parce que c'est un peu long, mais c'est un necklace, donc ça donne un N pour l'œil d'Agamotto, etc. Et donc on pensait que Hammer, donc le H, était le marteau de Thor. C'est pas le cas. Du coup, vu que c'est pas le cas, moi je pense qu'on voit en fait où ils sont un peu plus tard dans le trailer, mais on va en reparler. Ce ne sera pas dans le marteau de Thor. Image suivante. Jusque-là, t'es avec nous, notre cher Kerr? Oui, mais alors justement, pourquoi est-ce que ça serait pas dans le marteau de Thor? Si elle le détruit, c'est peut-être pour ramasser quelque chose. Bah en fait, on l'aurait vu parce qu'on a quasiment en fait en plan à plan, on a quasiment tous les plans. Donc à moins qu'ils aient caché le fait que la pierre vole toute seule et qu'elle ne tombe pas au sol avec les autres, ce serait en montage, ce serait possible. Mais là, vu qu'ils nous cachent, ils nous montrent la destruction du marteau.
et que ça a l'air d'être une des scènes d'introduction. Moi, je vois pas la pierre d'infini aux mains de Hela, qui a pas vraiment de raison de l'avoir. Donc globalement, je ne mets pas la pierre ici parce que je pense qu'elle est ailleurs. Ok. Image suivante, donc là on voit, alors c'est encore une fois Hela, donc c'est la déesse de la mort. Après, pour la petite anecdote, je ne reconnais pas du tout Cate Blanchett sur cette image. Donc, est-ce qu'elle va avoir une transformation au cours de la scène? Est-ce que c'est juste moi qui ai une reconnaissance faciale qui n'est pas du niveau de Facebook? Je ne sais pas, mais j'avoue que là, son visage, je ne le reconnais pas. Pourtant, les deux personnages sont bien castés en tant que Cate Blanchett. On enchaîne. Asgard, donc on va découvrir qu'on est chez Asgard. Je rappelle que Ragnarok signifie pour les Vikings la destruction du monde connu et particulièrement du monde d'Asgard. Donc on peut imaginer qu'Asgard va prendre très cher. Image suivante. On a donc Hela qui est face aux légions, parce que là on est vraiment en train de parler de légions de Asgard qui vont essayer de se défendre. Image suivante. On a Hela, donc, qui est dans son costume noir et vert, donc, qui rappelle le costume de son père Loki. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est plus apprêtée ici. Ses cheveux sont... elle est plus apprêtée et son costume n'est pas en pièces que dans sa rencontre avec Thor. Donc soit on peut supposer qu'en fait elle a d'abord détruit Asgard en introduction pour avoir ces fameuses... Au bout de 5 minutes, il faut une explosion dans les films américains. Et elle va y laisser des plumes et ensuite elle va s'occuper de Thor. Ou c'est un peu après, mais elle aura gagné en pouvoir entre les deux. Ça, point d'interrogation. On enquille. Ker, si tu as des questions, nous sommes là pour y répondre. Destruction de Asgard, donc c'était annoncé, la ville va prendre très cher, on aura donc une ville en construction dans les prochains Marvel. On enquille. Alors là, dans le montage, ils ont... Et question justement Oui, là. Est-ce que tu penses qu'on reverra Asgard? Alors j'en suis Est-ce que sûr et je c'est pas pense... le moment J'en suis parce que sûr. dans le comics, si... Oui, vas-y. Dans le comics, il y a aussi tout un arc où en fait il n'y a plus Asgard et du coup les Asgardiens sont ailleurs. Et il y en a certains qui Si viennent on sur regarde. Terre. Ah oui, c'est ce que je voulais dire en fait. Oui, bah, en fait, on peut imaginer ça, mais je pense que ce sera une situation provisoire. C'est beaucoup plus intéressant de garder un monde, et un monde en reconstruction, que de juste tout concentrer sur Terre, ce qui est l'inverse de tout ce qui s'est passé chez Marvel. On a découvert d'abord certaines zones de la planète avec la tour de Stark. Enfin, on a découvert en fait les différentes forces de la Terre. Petit à petit, avec les Gardiens de la Galaxie, on a découvert la galaxie. Avec Doctor Strange, on a découvert d'autres mondes parallèles. Et avec Thor, on a découvert ces différents planes of existence, je ne sais pas comment on dit en français, ces différents espèces de mondes qui sont les uns sur les autres. Et du coup, de perdre un des mondes me paraîtrait aller à l'encontre de cette aspiration vers toujours plus de tous les derniers Marvel. Mais tout est possible. Ouais, l'avantage pour Marvel, c'est que ça permettrait d'intégrer un nouveau Thor du coup. Si tous les Asgardiens sont sur Terre sous d'autres identités. Oui, je vois où tu veux en venir, mais je n'y crois pas tout de suite. Je pense que Chris Hemsworth n'est pas Tony Stark et qu'il a encore quelques années à pouvoir jouer tranquillement Thor, ce qui n'est pas le cas de Iron Man, ils doivent changer d'acteur d'ici quelques temps. On enquille, image suivante du coup, ma chère Danielle. Et, C'est pas moi l'image suivante. et donc on a donc cette image qui a été insérée dans cette explosion d'Asgard. Et moi je trouve que c'est un peu bizarre parce que là, quand on regarde, j'ai vraiment passé plusieurs fois cette partie en image par image. En fait, ça ressemble beaucoup à Thor, mais dans le costume, Thor n'a pas le même cuir. Donc, est-ce que c'est juste son costume qui est mis à jour et il est explosé à ce moment-là, et auquel cas ça voudrait dire qu'il était déjà à Asgard? Ouais, il y a un truc qui cloche. Après, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, quand il est donc dans les images qui ont leaké de préparation,
il affrontait un monstre de feu. Donc on supposait être donc en enfer. Donc est-ce que c'est pas juste un montage? Et ça, c'est une scène qui est plus tard ou plus tôt et qui est donc de Chris Hemsworth qui affronte un monstre de feu. Je me pose des questions parce que cette image-là casse un peu la temporalité, ou en tout cas ma vision de la temporalité du film. On peut enchaîner. Donc là, on voit qu'il tombe. Il tombe où? Il tombe tout simplement sur une autre planète de la galaxie. Donc ça a dû être un sacré choc. Donc on va pouvoir enchaîner. Et là, c'est d'un seul coup la découverte, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu Les Gardiens de la Galaxie, d'un tout autre univers qui est un univers... une galaxie peuplée avec tout ce qu'on a vu dans les Guardians. Et en fait, Thor va donc avoir la tâche de connecter tout ça et donc de se connecter aux fameux Guardians. Et on remarquera, si tu peux juste revenir, et on remarquera qu'il y a des trucs assez bizarres dans le ciel de cette planète, des espèces de trous de verre. Et donc je suppose qu'en fait cette planète serait un espèce de carrefour de monde et où ces trous de verre permettraient de se balader entre les différents plans de l'existence. Mais c'est qu'une supposition. On enchaîne. Donc là, on voit clairement des gens qu'on aurait pu voir dans les Gardiens précédents. Donc on est vraiment avec la volonté de lier les univers. Image suivante. Ou dans Star Wars. Star Wars est moins coloré. Et effectivement, ça pourrait être Star Wars, mais c'est moins coloré. Donc là, on voit qu'on est sur une planète qui ressemble plutôt à une planète déchetterie, ou une planète qui reçoit plein de trucs via ces trous de verre, beaucoup de choses qui tombent. Supposition encore, on enchaîne. On a du coup Thor qui se fait capturer. Alors ça pose beaucoup de questions, parce que si Thor est capable de se faire capturer, ça sous-entend que soit les gens sur place sont extrêmement forts, soit qu'il a été extrêmement affaibli de la perte de son marteau. Sauf que la question, c'est que s'il est aussi affaibli de son marteau, comment est-ce qu'il va faire pour combattre Hulk en égal à égal, ou en tout cas comme c'est supposé, en tout cas de manière assez importante, à la fin? Il y a un truc qui me rend perplexe, qu'ils aient des lassos pour récupérer des gens comme ça. Donc, soit il est affaibli à ce moment-là parce qu'il revient juste des enfers. En tout cas, on voit qu'il a les cheveux longs comme il l'a eu dans la séquence des enfers. Mais où c'est peut-être juste une simplicité de scénario pour aller donc à sa capture qui vient juste après. Et là, mon cher Kerr, on voit cette actrice que tu adores qui est... Tessa Thompson, donc qui va jouer la Valkyrie. Alors, Et donc une actrice qu'on a vue dans Creed et qu'on a vue également dans Westworld notamment. exactement. Alors, du coup, en fait, on va s'attarder 2 secondes sur Tessa Thompson. C'est donc la personne qui joue les Valkyries. Qu'est-ce qu'une Valkyrie dans l'univers mythologique nordique? Une Valkyrie, c'est ce que nous on considérait un peu comme des anges. Donc, ce sont des femmes guerrières qui allaient chercher les meilleurs combattants sur le champ de bataille pour les amener au Valhalla, terre qui ressemble donc à notre paradis, où les meilleurs guerriers allaient festoyer et guerroyer entre eux à la table des héros. Là, dans l'univers Marvel, c'est un peu différent. Elle est certes en mission souvent pour le Asgard, mais c'est pas du tout un ange. C'est une créature de chair et de sang qui est présente. Et si tu mets l'image suivante, on a carrément l'image d'après, un flashback de notre ami. On entend un petit rire déguisé, mon cher Car. Non. Non? Non. Tu te regardes une petite série sur le côté? Non, je t'écoute attentivement. Donc on a l'image d'après, et donc on voit une Valkyrie donc sur un animal ailé, un griffon, qui affronte Hela. Donc quand on regarde au fond, donc c'est Hela dans son costume qu'on voyait tout à l'heure, où je disais que je trouvais qu'on lui reconnaissait pas tant son visage. Et de mon point de vue, ce qu'on voit en plus sur le côté rapidement, c'est qu'il y a d'autres Valkyries, il y a d'autres ailes qui apparaissent. Donc, moi, mon impression, c'est qu'on voit la chute des Valkyries. On va voir le fait que Hela va les tuer toutes. Il ne va en rester qu'une, jouée par Tessa Thompson, qui donc va s'appeler la Valkyrie, parce que c'est la dernière. Les Valkyries affrontant, et donc comme je disais tout à l'heure, elles sont, elles, gardiennes d'une autre partie des morts. Et comme je le disais aussi précédemment, Hela
donc la déesse de la mort, est parfois en conflit naturel avec elle parce qu'elle veut récupérer tout simplement la domination de toutes les âmes défuntes. Ce qui veut dire que Tessa Thompson aura des motifs pour aider notre ami Thor quand ce sera nécessaire. Image suivante, donc là on revoit la fameuse Hela, encore une fois avec un visage, donc est-ce qu'ils veulent nous la montrer extrêmement jeune, à l'aube de l'humanité, enfin en tout cas des dieux, et en tout cas elle est clairement en train de les zigouiller les uns après les autres, et donc on aura ce fameux flashback sur mais qui sont les Valkyries et comment sont-ils morts. Image suivante. Là, c'est la chute des Valkyries qui meurent toutes les unes après les autres. La cape bleue est souvent associée à la Valkyrie que joue Tessa Thompson. Donc, on peut imaginer que c'est vraiment son flashback à elle. On revient du coup à la capture de notre ami Thor, qui est donc dans un monde de guerre et d'apocalypse, dont on va reparler dans quelques instants. Là, on a l'image juste après qui est donc celle où on va le voir se faire tondre. Donc, il est mis sur un petit... moi, la question que je me suis posée, Kerr, c'est est-ce que la personne qui est derrière lui parle du beau temps ? Est-ce qu'il lui pose des questions en disant à votre avis, quelle est la météo, etc. Je Ou me est-ce que posais la même question. les coiffeurs interstellaires parlent de pluie de météorites ou de... Je ne sais Ouais, pas. L'image me fait plus penser à Full Metal Jacket qu'au coiffeur du coin, quand même. Ouais. Image suivante, on a donc du coup on revoit Tessa Thompson, donc qui est donc la Valkyrie et qui répond aux ordres de un certain Grand Master, qui est donc l'image juste après, ma chère Danielle, donc qui est le Grand Master. Et alors là, le Grand Master, donc qui est joué par Jeff Goldblum, c'est Ian Malcolm de Jurassic Park, quand même, messieurs, mesdames. Tout à fait, et c'est quand même celui qui a réussi à faire attraper froid aux aliens de Independence Day, c'est pas rien. Et donc, il ressemble à un autre personnage qu'on a vu. Est-ce que comme ça, il y a un personnage qui te fait penser à lui, qu'on a déjà vu dans l'univers Marvel ? Benicio del Toro, le collectionneur. Tout à fait. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils font partie de la même espèce, qui est une espèce extrêmement ancienne et qui, du coup, jouit d'une grande influence dans l'univers connu. Le Grand Master, lui, son délire, c'est donc le collectionneur collectionne. Le Grand Master, lui, ce qu'il aime bien, c'est de voir des combats et de voir donc les meilleurs combattants se raffronter dans une arène d'une planète qu'il dirige. On enchaîne. Alors là, on voit donc quelqu'un qui est le Link d'un autre temps et qui donc affronte des sbires. Image suivante. Qui est-ce donc ? Eh bien, c'est Heimdall. Et on voit donc Heimdall qui est... donc on se souvient qu'il avait trahi Odin et qu'il, du coup, était en exil. En plus, l'exil peut être particulièrement justifié de par tout simplement la destruction de Asgard, qui serait une autre bonne raison pour laquelle il ne serait plus là-bas. Et je pense que c'est lui, tout simplement. Je pense que les yeux de Heimdall, qui voit du coup toutes les âmes partout, je pense que ce pouvoir-là, c'est tout simplement la pierre de vision qui lui a été donnée. Je pense que la pierre de vision, de d'âme, c'est tout simplement ses yeux. Et j'ai un élément qui me permet d'étayer ce propos, c'est que quand Thor a des visions de Asgard détruit, etc., à un moment, il y a donc Idris Elba qui joue à Heimdall, qui l'attrape au col et qui n'a plus d'yeux. Il est devenu complètement aveugle. Et donc, on peut supposer que suite au fait que Thanos récupère la pierre de vision, eh bien, il devient aveugle et donc la vision c'est tout simplement réalisé. Qu'en dis-tu ? Et accessoirement, Heimdall commence aussi par un H, et donc on aurait bien le fameux H manquant de Thanos. Oui, mon cher Kev, l'idée est très bonne. Et elle je n'est me pas de disais moi. quand même Je précise qu'elle n'est pas de moi. Elle est issue d'un thread Reddit que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Et quand on cherchait un peu, moi j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'éléments qui se corroboraient. Et je me disais aussi en voyant cette image qu'Idris Elba avait vraiment pas de bol parce que dans les très grosses franchises dans lesquelles il joue, je trouve qu'il a toujours un mauvais rôle.
Que ce Bah, en soit fait, il est devenu gros. Bah, regarde Star Trek, par exemple. Il est devenu gros trop tard. En fait, il a été casté pour ses rôles avant de devenir gros. Oui, oui. Marvel doit être content. Ouais, moi je pense que Marvel doit être déçu. Parce qu'il aurait eu les capacités de faire bien d'autres personnages plus intéressants. Je pense même que, tu vois, là, ils sont en train de réfléchir au reboot, relaunch de la licence de Blade. Je pense qu'il aurait été particulièrement intéressant pour le personnage. Mais bref. On enquille, image suivante. Donc là, je suppose que ça va être l'échappée de ce monde qui est au carrefour des lieux. J'ai même l'impression qu'on peut un peu deviner au milieu donc, de ce que je suppose être un trou de verre, un peu d'espace, et donc la possibilité pour eux de s'échapper et de revenir dans un autre des mondes. C'est très beau comme plan d'ailleurs. On a vraiment l'impression que c'est un œil Enfin, je trouve ça très très joli, très réussi. Image suivante. On a notre ami Scourge, joué par Cal Urban, que vous avez vu dans Mon cher Caire. Eh ben, le Seigneur des Anneaux, c'est Homer, c'est aussi un des acteurs principaux de la nouvelle du reboot de Star Trek. On a vu également dans la série Almost Human. Et c'est aussi le dernier Judge Dredd en lice. Et moi, j'aime vraiment beaucoup son rôle dans Star Trek. Donc, Scourge, mais qui est-ce donc ? Eh bien, c'est un personnage un peu ambivalent, qui est souvent, qui est quasiment tout le temps d'ailleurs, du côté des méchants. On l'appelle aussi parfois, vous devez peut-être le connaître sous le nom de Executioner. Et donc, c'est un personnage qui porte une énorme hache à double tranchant. Et en fait, c'est les muscles, globalement, d'une enchanteresse qui du coup souvent manipule les Avengers, et lui derrière va essayer de leur mettre un coup de hache. Pour la petite anecdote, il y a qu'une seule fois où j'ai trouvé qu'il avait des armes à feu comme là, et c'est une fois où il meurt. Ce qui voudrait dire qu'en un film, il serait apparu et il aurait mouru. Il serait mort. Donc je trouverais ça un peu dommage parce que j'aime beaucoup l'acteur, et globalement le personnage aurait pu être un peu plus. Et il faut savoir que justement le moment où il meurt est un moment où il y a une certaine rédemption dans ce qui se passe. Mais bon, je ne vais pas non plus spoiler l'intégralité des histoires. Image suivante. Donc là, on voit donc cette scène qu'on avait vue au début, donc de Hela qui affronte les dizaines de hordes de Asgardiens, qui sont tous censés être aussi forts que Superman, mais au final, qu'on ne voit globalement toujours que mourir. Et on enchaîne. Et là, on voit Loki. Alors, Loki, quand on l'a laissé dans Thor The Dark World, Loki, c'est Odin. Il incarne Odin, et Odin est on suppose, piégé, sachant qu'en plus, il est au cast. Alors, on pourrait imaginer que c'est encore Loki qui se déguise en Odin, et c'est pour ça qu'il est au cast. Mais du coup, là, il est en train de s'armer. Il a des gens derrière lui qui sont visiblement prêts à combattre avec lui. Moi, je suis un petit peu perplexe quant au rôle de Loki, mais on va en reparler dans les images suivantes. Je suis pas sûr que ce soit le méchant du film. J'ai même l'impression qu'il va les aider, parce que j'ai lu beaucoup de personnes qui disaient que en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était l'anarchie, et du coup, si c'est Hela qui gère Asgard, c'est l'anarchie et c'est parfait. Ça, c'est vrai dans le Loki qu'on voit dans les comics, dans le Loki qu'on voit dans les films. Il est à la recherche du pouvoir et il veut être le nouveau gérant, et c'est le thème constant. Donc je le verrais bien, pour le coup, s'allier à certains Asgardiens et à d'autres forces pour combattre les méchants du film. Image suivante. Donc là, on a le fameux Thor, cheveux courts et nouvelles armes, si tu veux bien enchaîner. Donc là, on voit qu'il ressemble beaucoup au Thor qu'on a pu voir dans les images teasing. Il a bien 2 armes dans le dos, il a bien la peinture de guerre, il est donc là pour affronter Hulk,
qui est donc dans les images suivantes. On a Accessoirement, qu'est-ce qui ressemble à Spartacus le deuxième Spartacus, parce que dans la série Spartacus, le premier acteur est décédé d'un cancer. Et le deuxième acteur, donc je crois qu'il s'appelle Liam McIntyre ou un truc comme ça. Euh, le deuxième acteur, mais qu'est-ce qui lui ressemble là, ce Thor dans l'arène? C'est Ouais, incroyable. le truc, c'est que le deuxième acteur, maintenant, il joue dans Flash à raison d'une fois par saison. Et du coup, en termes C'est vrai? de temps, il avait plus le temps de reprendre le rôle de Thor. Donc, on a. Alors là, Ah, des chances. qu'est-ce qu'on va voir? Donc, il a une masse. Tandis que sur toutes les images teasing, il avait deux lames particulières. Donc on peut imaginer que globalement ça disparaisse et qu'il récupère un petit peu après deux épées et que ce soit ces deux épées qui deviennent ses armes lors du soulèvement d'Asgard. On voit donc Hulk en armure, qui est l'armure qu'il porte donc, dans l'histoire de Planète Hulk. Alors dans Planète Hulk, je vais résumer extraordinairement l'histoire. Le Hulk est renvoyé de la Terre. Il se retrouve par le plus grand des hasards sur une planète qui s'appelle Sakaar. Et dans la planète Sakaar, il est affaibli et donc il est suffisamment pour qu'il soit contrôlé. Il va donc du coup devoir affronter d'autres personnes et donc de la même manière en tant que gladiateur. Et petit à petit, il va se faire une armée de lieutenants qu'il va appeler les Hulk Bond ou je sais plus, je me souviens plus du nom. Et cette armée ces lieutenants qui vont l'aider à se soulever. Il va petit à petit gérer la planète et avoir une famille. Et il va, suite à des événements tragiques, être obligé de revenir sur Terre. Et il sera vraiment pas content parce que des choses qui sont passées sur Terre ont malheureusement fait disparaître sa famille. Et donc de tout ça, je pense que nous ne verrons rien d'autre que Hulk qui va tout casser et qui sera fait, j'en sais rien, tirer, comme PV Nova fait de temps en temps, il y a le chapeau des accords magiques, et là tirer dans le chapeau des excuses magiques. Est-ce qu'il aura été est-ce qu'il aura une amnésie? Est-ce qu'il aura été ils lui auront lavé le cerveau? J'en sais rien, mais on nous a présenté Thor Ragnarok comme une histoire de buddy movie avec Hulk, donc je suppose que ça va arriver assez vite. Ils vont s'en mettre plein la gueule et puis comme ça on saura qui est le plus fort et puis au final aucun des deux ne gagnera. Et parce qu'il ne faut pas déconner, il y a des gens qui préfèrent Hulk, il y a des gens qui préfèrent Thor, et il faut vexer aucun des fans. Et après coup, chacun, avec l'aide de Valkyrie, iront combattre les méchants. Peut-être même qu'il y aura un personnage dont on n'a pas encore parlé, qui n'est pas dans la bande-annonce alors qu'il a été teasé. C'est évidemment Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange. On se souvient qu'à la fin de Doctor Strange, Thor lui disait « Viens avec moi, j'ai besoin de toi pour contrer Loki ». N'est-ce pas? Image suivante. Une image un petit peu plus grave. C'était pour contrer Loki? Ouais, il lui parle de son frère. Ok. Là, la scène la plus marrante du trailer où donc notre ami Thor lui dit que c'est son copain de travail. Ça fait et accessoirement, ça m'a fait penser que Thor, qui commence en étant un peu le jeune con qui combat tout le monde, etc. Bah là, quand il parle de son job d'Avengers, c'est un job, c'est un travail. Et bref, je sais pas si ça veut pas dire à quel point du coup il s'est responsabilisé dans ses obligations. Image suivante, on a du coup une scène qui est assez intéressante, que je trouve assez intéressante. Déjà, petite remarque qui est venue de Reddit, c'est que les murs au fond ressemblent énormément à certaines des œuvres du créateur graphique de Planète Hulk, si je ne me trompe pas. Alors, je vais dire des bêtises. Donc du coup, ce serait visible Jack Kirby, donc qui est un des illustrateurs les plus connus donc de Marvel. Et donc, ce serait certaines de ses œuvres hors comics qu'ils ont repris derrière. Donc, on voit qu'il y a donc le Grandmaster d'un côté, et on voit aussi qu'il y a Loki. Et qu'il y a Loki qui a l'air inquiet. Donc, est-ce que ce serait Loki qui essaye de récupérer Thor et qui se retrouve à voir le Hulk? Est-ce qu'il n'y a pas un pari? Je sais pas, mais je sens bien la scène. Je vois pas Loki.
juste venir là pour voir son frère souffrir. Je pense que Loki serait plus dans une logique de le buter ou pas. Donc là, je miserais sur Loki qui essaye de faire changer le Grandmaster d'avis et de récupérer Thor. Mais c'est ma théorie. Peut-être bien, peut-être pas. T'en penses quoi, mon cher Kerr? Mais j'avais pas remarqué qu'il y avait Loki en fait sur cette image, donc je suis assez étonné. Il y a beaucoup de zones encore brumeuses. Le trailer même. Enfin, moi, je l'avais pas compris comme toi, tu viens l'analyser par exemple. Tu vois, mais parce que moi, je l'avais juste regardé comme ça, tu vois. Image par image, on comprend et on voit d'autres choses. Et là, le Loki m'avait complètement échappé. Donc Image c'est suivante. crédible ce que tu dis. Bah écoute, c'est le but. Image suivante, même si au final on est vraiment en train de faire de la théorie, parce que là on est vraiment sur un trailer qui est presque un teaser. Si tu peux juste revenir à l'image précédente, ma chère Daniel. Encore une fois, on voit un Loki qui a l'air stressé, qui regarde le Grand Master. S'il était là que pour voir Thor se faire défoncer la tête, il n'aurait les yeux rivés que sur l'arène. Et il serait en train d'encourager Hulk. Euh, Là, j'ai pas cette impression-là. Je pense qu'il y a dans le body language, dans le langage corporel de Loki, quelque chose qui trahit le fait qu'il essaie de récupérer son demi-frère. Image suivante, donc Hulk. On s'est mis la petite image juste parce qu'il est beau gosse et parce que c'est toujours sympa de voir le travail sur les couleurs qui est fait par Marvel. On enchaîne. Image suivante. Le fameux plan qu'on appelle dans le business le money shot, c'est-à-dire qu'on est en train de parler du plan qui doit ramener tout le monde en salle. Donc Thor affaibli versus Hulk en gladiateur. Bon, moi de mon côté, C'est je pense que stylé quand c'est... même. Hein? C'est super stylé quand même. Ouais, moi je pense que globalement, je vois pas comment est-ce que Thor peut s'en sortir, mais c'est chouette, ça va faire une belle séquence pour les fans. Et si la réalisation est là, on peut avoir des plans de malade. On en parlait à quel point Man of Steel était décrié, mais à quel point on oubliait le brio de plusieurs des points de la réalisation du combat avec Zod. Là, de la même manière, on pourrait imaginer un combat dantesque. J'ai peur qu'ils se cantonnent à... Ils ont tellement de choses à faire dans ce film qu'ils se cantonnent à faire les choses un petit peu vite, parce qu'il y a vraiment des scènes qui pourraient être cultes. Après, il y a quand même une crainte, c'est le réalisateur de Thor Ragnarok, quoi. C'est pas Zack Snyder quand il a fait Man of Steel, il avait déjà de l'expérience. Là, le réalisateur s'appelle Taika Waititi, il a rien fait, quoi. Il a fait Vampire en toute intimité, qui est peut-être son film le plus connu, mais il a aucune expérience pour un projet aussi gros. Alors, pour le coup, réalisateur de commande qu'on contrôle, comme le fait souvent les studios actuellement, celui-là, je crois qu'il n'y a jamais eu un no-name à ce point, quoi. C'est inquiétant. Après, il peut vraiment réussir son pari, hein. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais voilà, il a pas de bouteille. C'est le problème. Ouais, ok. Ce que tu dis est entièrement vrai. Après, James Gunn, avant d'avoir fait Les Gardiens de la Galaxie, il était connu pour avoir écrit le film Scooby-Doo ou d'avoir fait Tu sais que. le film Super, qui n'était pas super super. Moi, j'avais beaucoup aimé L'Armée des Morts, mais c'était à peu près... Enfin, c'était mon film préféré de sa filmographie, mais elle n'était pas dingue, hein. Donc, bon, 13 fantômes qu'il avait fait avant n'étaient pas non plus une folie. Donc, globalement, et le film est un énorme succès. Donc, bon, c'est un autre pari. J'ai envie de dire why not, hein. Surtout que l'Armée des Morts et 13 Fantômes, c'est pas lui qui les a réalisés. Il les a écrits. Mm. Donc, oui, tu sais, quand j'ai commencé à tailler le pauvre Taika Waititi, je me suis dit que James Gunn aussi n'avait pas fait grand-chose avant et pourtant il gère admirablement les Gardiens de la Galaxie. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux? Parce que James Gunn, c'est lui qui porte le projet à bout de bras. Là,
Ben, ce Thor-là existait avant Taika Waititi et ça, là pour le coup c'est vraiment un réalisateur de commande quoi. Il y a la dernière image, si tu peux nous la mettre, ma chère Daniel, qui est donc l'image qui va vous être affichée tout de suite. Donc du logo. Alors si tu peux revenir juste une seconde avant, voilà l'image d'avant. C'est un effet. Alors si on se souvient, le premier Thor avait été réalisé comme si ça avait été une pièce de Shakespeare. Et pour ça, ils avaient pris un réalisateur qui avait fait plusieurs pièces de Shakespeare avant, Kenneth Branagh, et on avait une espèce d'imagerie très. On fait la mythologie nordique, très classos, etc. Là, c'est un revirement de situation incroyable, enfin, d'un point de vue juste direction artistique. La musique de tout le trailer est très proche des Gardiens. Là, on a une image qui pourrait être les Gardiens de la Galaxie 2. C'est un relooking total autour de Thor, pardon. Moi, ça me fait penser un peu au type de look qu'il y a sur King Fury, qui était un film Kickstarté, un moyen métrage Kickstarté, qui voulait faire une copie du look un peu rétro des années 80. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un Thor où ils ont dit bon, Dark World c'était de la merde, on va arrêter de se prendre au sérieux et puis on va faire un truc où ça, on va envoyer la sauce à chaque épisode. Et juste sur le look, juste sur ce changement de look, j'ai l'impression qu'ils nous l'annoncent. Qu'en dis-tu, mon cher Car? Et c'est fini pour l'analyse du trailer. Bah, excuse-moi, je suis en train de m'étouffer. Mon avis, c'est, je te rejoins complètement, mais est-ce qu'ils essaieraient pas de donner un côté très léger et très axé sur l'humour au film Marvel qui se déroule dans l'espace, donc les Gardiens et Thor Ragnarok. On n'aura pas forcément le même ton adopté pour d'autres films. On le voit déjà là, bah, par exemple Doctor Strange était pas du tout dans cette dynamique-là. Après, Marvel, enfin, le personnage de Thor se prête bien à l'humour autant que pourrait autant que Star-Lord. Les deux personnages évoluent dans l'espace, qui est un cadre différent d'Iron Man ou de Captain America. C'est très facile d'aborder de la même manière, finalement, avec beaucoup d'humour. Et surtout, ça plaît énormément. Enfin, les Gardiens de la Galaxie, s'ils se détachent autant dans l'univers Marvel, en tout cas au cinéma, c'est parce que justement, ils avaient réussi à ajouter cette touche qu'on avait un petit peu hein, dans les autres. Hein. Avengers, il y a des moments où on se marre vraiment. Par contre, dans les Gardiens de la Galaxie, c'était un tout autre niveau. Et je pense que Thor Ragnarok a complètement raison d'aller dans cette direction-là. Hein. En tout cas, le trailer nous fait clairement penser ça. Parce que comme tu l'as dit, c'est la même musique. Enfin, c'est une musique qui aurait très bien pu être dans un trailer des Gardiens de la Galaxie. Le titre, on m'aurait mis les Gardiens de la Galaxie à la place de Thor Ragnarok ou Hotline Miami à la place de Thor Ragnarok, c'était pareil. Et puis l'humour aussi, rien que le démarrage, tu vois, de ce trailer, où Thor dit oui, bah voilà, vous dites que ça s'est mal passé, etc. Il y a un second degré qu'on trouve vraiment avec Star-Lord. Donc, moi, ce côté léger me plaît beaucoup et contribue grandement, je pense, au fait que ce trailer m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et toi? Bah moi, il m'a pas mal enthousiasmé. Le truc dont on peut se souvenir, c'est qu'en fait, si les films Thor étaient relativement très sérieux, vraiment très très sérieux, le personnage de Thor, lui, était dans tous les Avengers, était un personnage qui avait beaucoup de bonnes vannes. Et c'est un personnage qui a souvent eu le comic relief, la blague qui détendait l'atmosphère des derniers Avengers. Donc là, son repositionnement, en fait, a plus de sens par rapport au reste des franchises. Thor tout seul en plus partait dans une direction qui n'a visiblement pas plu et donc du coup moi je peux que féliciter Marvel du coup d'assumer ce revirement. Après pour ce qui est du trailer, moi je suis méga hypé, j'ai vraiment hyper envie d'aller voir le film, j'ai hyper envie d'aller voir les Guardians of the Galaxy 2 et du coup d'imaginer que je vais avoir un petit peu
un petit goût de remplacement ou un truc un peu en plus, bah, je trouve que c'est tout ce que je peux demander. En tout cas, moi, j'ai vraiment très hâte de pouvoir aller le regarder. Voilà pour notre vidéo avec l'Amicaire, une vidéo d'analyse. Alors, il y a énormément de trous dans l'analyse, de trucs sur lesquels on a des doutes, mais c'est tout simplement parce que eh bien, ça reste un teaser trailer qui est là pour jouer au chat et à la souris avec nous. On espère juste que s'il y a quelques détails que vous n'aviez pas vus, eh bien, ça vous a éclairé un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui aide au référencement avec un petit message dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dès demain. Des bisous, merci à vous et ciao. Ciao! Let's go!